Bonsoir, présidentielle 2025, le programme spécial de STV consacré à l'élection du 12 octobre prochain. Tous les soirs, de lundi à dimanche, 18h30, 19h50, 3 invités. On parlera ce soir de la société civile, ou du moins le thème central, la société civile face aux défis d'un paysage politique fragmenté, rôle, enjeux et perspectives. Mais avant, vous le savez, l'émission permet également de revoir en quelques mots l'actualité de la veille autour de cette élection et aussi vous permet de participer à travers soit des questions ou vos contributions aux échanges. Ce sera avec le numéro WhatsApp qui sera affiché tout à l'heure au bas de petit écran. D'emblée, je dis bonsoir aux invités qui sont là avec nous. Benjamin Ngongan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Zipita-Tamba. Merci infiniment. Vous êtes le représentant sur le plateau du candidat déclaré pour le Front des démocrates camerounais, Hiram Samuel, le FDC. Exactement. Hiram Samuel Yodi, qui était effectivement, il y a encore quelques semaines, le secrétaire exécutif du MP3, mais qui a été investi par le Front des démocrates camerounais, porté par le président Denis Mia Tangana, que nous saluons. C'est une alliance générationnelle qui permet de faire exister ce projet de société que nous défendons depuis l'annonce de candidature de M. Samuel Hiram Yodi, qui a été faite sur ce plateau avec vous le 15 mai dernier, et qui, voilà, que nous apprêtons à aller défendre sur le terrain pendant la campagne officielle dans quelques jours. Merci d'être là ce soir. Édouard Fauchivé, bonsoir. Bonsoir, M. Dipita. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Un visage bien connu. Vous êtes ce soir le représentant du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tout à fait. Et enfin, Philippe Nanga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de la société civile, le monde à venir. Ouais. Un monde à venir que je coordonne, bien sûr. Oui, que vous coordonnez évidemment. Et un monde à venir qui, évidemment, agit sur le terrain avec d'autres organisations, n'est-ce pas, sur l'ensemble du territoire national. Au regard du contexte et de l'actualité, je me permets quand même de prendre une question hors thème. Je commence avec vous, Benjamin. Votre dossier de déclaration de candidature a-t-il tous les éléments exigés par la loi au moment où, ces éléments sont-ils dans votre dossier au moment où vous le déposiez? Oui, nous considérons cette élection comme une élection importante. C'est peut-être l'élection maire parmi toutes celles que nous avons dans notre constitution et dans notre schéma de vote. Donc, il n'était pas question pour nous d'aller faire une figuration. Okay. Je sais que on en parlera certainement tout au long de l'émission. Dans la panoplie, dans l'ensemble des 81 candidatures qui ont été déposées chez l'ECAM, il y en a quelques-unes fantaisistes et même assumées comme telles. Mais dans le cas d'Hiram Yodi, le candidat du FDC, c'est un dossier complet, c'est un dossier sérieux. Comme il vous l'avait dit déjà le 15 mai dernier en venant déclarer sa candidature sur votre plateau, nous étions conscients que le MP3, parti politique certes reconnu légalement, n'avait pas d'élus et donc ne pouvait pas investir. Nous avions également conscience que le chemin des 300 signatures pour la candidature indépendante était périlleux. Et donc nous avons travaillé dès le début à construire une alliance politique, l'alliance patriotique comme on l'appelle, avec d'autres partis et d'autres organisations de la société civile. Et parmi ces partis, il y en a qui avaient effectivement la capacité d'investir tel que prévu par le code électoral. C'est ce qui s'est passé. Donc le FDC nous a permis de finaliser ce dossier, parce que c'était pour nous la pièce... Aucun risque de disqualification de votre dossier? Aucun risque de disqualification. Nous sommes très sereins et nous attendons avec impatience l'annonce de cette liste définitive. Édouard Fauchivé, le dossier de candidature de votre candidat porte-t-il la lettre de... Comment on l'appelle? D'investiture. La lettre d'investiture du parti. J'ai dit qu'on regarde le contexte et de l'actualité. Il y a des questions. Vous avez souri, hein? Oui. Parce que c'est... Vous demandez à, comment on dit, à un égougou s'il connaît le principe de la tradition. Non, c'est clair. Et celle-là a été portée par le secrétaire politique, qui est le ministre, le vice-premier ministre Kouété, dont le dossier est clean. Nous ne sommes pas au niveau du dossier, nous sommes maintenant au niveau de la vision
et de présenter au peuple camerounais une nouvelle version de la chose politique. Une version revue pour le libéralisme communautaire, c'est bien cela? Revue et corrigée. D'accord. Philippe Nanga, vous êtes, je l'ai dit, de la société civile. Êtes-vous serein? Je crois que j'ai vu un communiqué du ministre de l'AT, l'administration territoriale, qui demande déjà à ceux qui veulent être des observateurs de venir déposer leur dossier pour remplir les conditions de déploiement dans le cadre de cette élection présidentielle. Remplissez-vous les conditions pour être admis parmi ces observateurs-là, votre organisation non gouvernementale? Bien sûr qu'en tant que citoyen camerounais, nous remplissons les conditions nécessaires. Vous savez, l'observation électorale est une activité libre. Il faut déjà savoir ça. Pour les nationaux, déjà, elle est encadrée et l'encadrement recommande aux États de prendre toutes les dispositions pour, n'est-ce pas, assurer le bon travail aux observateurs. Donc il n'y a pas de conditions particulières, même si dans le cadre de la note du MINAT, il demande un rapport, la seule exigence possible, c'est de prouver que vous êtes une association légalement constituée, ce qui est le cas pour nous, et de compléter avec un rapport d'une observation antérieure au cas où, n'est-ce pas, vous auriez déjà mené cette activité. Nous, on la mène depuis 2007. Donc, on a régulièrement produit des rapports. À la dernière élection, nous avions déployé 1350 personnes sur le terrain dans les 10 régions du Cameroun. On espère, malgré le fait que cette année, particulièrement, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais bon, les partenaires n'ont pas été très à l'aise avec l'appui aux organisations de société civile, mais comme nous aimons le dire, nous sommes une organisation militante. Quand il y a des fonds, ça nous facilite le travail, mais même quand il n'y a pas de fonds, nous faisons le travail parce que... Êtes-vous victime des lois Trump qui limitent un certain nombre de déploiements financiers? Oui, effectivement, parce que nous avons perdu un projet de 60 000 dollars, donc environ 35 millions de francs CFA, dès l'arrivée de Trump, effectivement. Et dans ce projet, il était prévu de soutenir une partie, n'est-ce pas, des observateurs, mais ça ne nous bloque pas. Vous savez, Un Monde à Venir a un réseau associatif dans les 10 régions. Là, en 2018, on a déployé les observateurs en nous appuyant sur 403 associations. Seulement, nos associations déjà représentent, même si une association nous envoie une personne volontaire, on a déjà au moins 400 personnes. Et maintenant, il y a les militants d'un Monde à Venir qui sont les sympathisants qui sont assez nombreux. C'est pour ça que même le déficit financier ne nous arrêtera pas, en espérant que cette année aussi, Monsieur le ministre de l'administration territoriale ne nous fera pas l'obstacle de la dernière fois où il nous a refusé, n'est-ce pas, les accréditations pour faire le travail. Nous l'avons fait parce qu'en tant que citoyen, personne ne peut nous empêcher de faire l'observation, mais il faut savoir qu'en 2018, malgré toutes les interventions de nos partenaires, il avait refusé de... On va suivre tout cela, évidemment. Prenons la transition et les éléments consacrés à cette édition. La session du Conseil électoral liée à l'organisation de l'élection du 12 juin prochain s'est ouverte donc à Yaoundé hier. Occasion pour le directeur général d'élections Cameroun de remettre l'ensemble des dossiers au Conseil électoral. Suivez cet élément. Solennellement, Éric Essoussé remet au président du Conseil électoral les 82 dossiers de candidature réceptionnés il y a quelques jours. Au cours de cette deuxième session de plein droit, les membres du Conseil électoral devront examiner chaque dossier au peigne fin. Et Noah Brahms Ekbe leur a rappelé les objectifs visés. Nos actions doivent être guidées uniquement par l'esprit et la lettre des textes en vigueur. C'est par l'application stricte de ces dispositions et à travers un examen objectif et minutieux de chaque pièce contenue dans les dossiers de candidature que nous garantirons la crédibilité et la légitimité de ce scrutin capital. J'invite donc chacun de nous à faire preuve de discernement et de vigilance
afin de détecter avec précision toute irrégularité ou incohérence susceptible d'affecter la validité des dossiers de candidature. Face à cette mission délicate, le président du Conseil électoral appelle les conseillers à travailler en toute objectivité pour la crédibilité du processus électoral. Je demeure confiant en notre capacité collective à mener à bien cette mission cruciale avec le professionnalisme, l'objectivité et l'intégrité institutionnelle qui ont toujours caractérisé nos délibérations. Soyons une fois de plus les défenseurs de l'équité, les garants de la légalité et les catalyseurs d'une élection présidentielle apaisée, inclusive, crédible et transparente. J'insiste également sur la nécessité absolue de préserver la confidentialité dans le traitement de toutes les informations qui seront à notre portée au cours de cet exercice. Honorons le serment que nous avons prêté en protégeant l'intégrité du processus, en évitant toute forme de divulgation prématurée. À l'issue de cette phase, une liste de candidats retenus sera rendue publique. Pour ce faire, le Conseil électoral a 60 jours dès la clôture du dépôt des candidatures selon le code électoral. Deuxième élément de ce soir, le regard décalé de Léla Renganzeu sur le déroulé de ce processus-là. Nous sommes en phase d'études de candidature. On suit ce reportage également. Élection présidentielle du 12 octobre 2025. Les femmes, certaines en tout cas, ont déjà choisi leur préféré. Non pas sur la base du programme politique, ou même sur celle de sa connaissance du Cameroun, mais sur le physique. Hiram Samuel Iodi, candidat du Front des démocrates camerounais, est le chouchou de ces dames. À lire les commentaires, il s'est déjà installé dans plusieurs cœurs. D'ailleurs, la trajectoire, mi-sérieuse, mi-relaxe, tout en jeunesse, qu'il a choisie pour annoncer le dépôt de son dossier de candidature, semble jouer en sa faveur. Musique, posture, tout pour plaire à ces dames. De chouchou à chouchou, l'invité préféré de certains Camerounais lors des débats télévisés est lui aussi de la partie. Connu pour être un personnage atypique, le dépôt de candidature du professeur Baïbek à Elekam est pourtant presque passé inaperçu. Pas croyable, puisque fidèle à lui-même, le professeur laissera sa marque, lui qui fait partie des 3 candidats ayant déposé leur dossier de candidature sous la bannière UPC. I started in English. I finished in French because in English I was off now. L'anglais m'a dépassé, non? J'ai parlé pour moi, après je ne pouvais plus. Okay. Bon, je recommence alors. Je vais encore essayer. Et ce 23 juillet 2025, à Yaoundé, Eno Abrams Egbe, le président du Conseil électoral, a ouvert les travaux de la 2e session de plein droit d'élections Cameroun. Une session consacrée à l'examen et à la validation des 82 dossiers de candidature enregistrés à la Direction générale de l'ECAM en vue de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Plutôt avisé de Léla Renganzeu. Poursuivons notre série avec Harriet Ekoué. Vous le savez, depuis quelques jours déjà, elle nous retrace l'historique des éditions antérieures des élections présidentielles, après 92 et 97. Ce soir, elle nous parle du fait marquant de l'année 2004. On regarde. On doit aller à 2004. Parce que Biaki n'est pas fou, a transformé l'élection. Ce n'était plus 5 ans, mais c'était maintenant 7 ans. À partir de 1977 jusqu'en 2004. 7 ans. C'est ça la nouveauté. 7e année donc, en 2004, la coalition se constitue. On l'appelle la coalition nationale
pour le redressement et je ne sais plus quoi du Cameroun. La coalition s'est constituée en 2004. Tout le monde était là. Hogmelen représentait l'UPC, Ndam Joya, tout le monde. Ça a été une forte coalition. Et régulièrement, il y a des réunions à Yaoundé. La coalition a élu domicile à la capitale économique. Qu'est-ce qui va se passer? La coalition travaille. Le ministre Yondo a rédigé un programme économique très solide. Bref, le poids de la coalition est tellement fort parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Chaque parti amène les gens dans les commissions de la coalition. Et il y avait donc une commission pour tout. Bon. Maintenant, on avance, on arrive pratiquement à la veille des élections. Et le président demande que la coalition dit que maintenant, il faut absolument qu'on ait la plateforme, ou ce n'est pas tout à fait la plateforme, parce que ce n'est pas la plateforme, mais c'est disons, la feuille de route. Qui doit être président? Quels sont les critères pour devenir candidat? Donc tout le monde est là. Et on lit donc cette feuille de route. Et la feuille de route dit que si tu ne parles pas couramment anglais et français, tu ne peux pas être candidat. Frundi dit quoi? Vous dites quoi? On lui dit non. Frundi dit que je dois parler une des deux langues. Quelle est cette histoire-là? Les gars disent jamais. Frundi a plié bagage, il est parti. On est en 2004. Ouais. Et c'est là qu'il commence à faire sa tournée et il sort deuxième à 17%. Le fait marquant, c'est qu'une coalition a travaillé pendant des mois. Et à la dernière minute, la feuille de route dit que si tu ne parles pas couramment français et anglais, tu ne peux pas être candidat. Voilà. Donc, Frundi claque la porte. Et il faut dire que pendant que ces gens-là travaillaient, il y a eu des choses terribles. Un jour, quelqu'un est venu à la coalition pour dire que Akama Fumu va être candidat. Et qui amène ça? C'est les Sinjun Pukam. Bon, Frundi dit, si Akama Fumu va être candidat, qui viennent ici nous dire ça? Akama Fumu a fui. C'est-à-dire que c'était infiltré largement. Voilà donc la suite de ce témoignage de Henriette Ekwe sous le prisme de ce qu'elle a vécu, de sa part de vérité. On espère que tous ceux qui ont les historiens, Edouard Fauchivé, c'est une histoire que vous connaissez très bien depuis 92 et la suite, on espère que chacun aura l'occasion évidemment de dire sa vérité. Cela dit, venons-en au débat de ce soir. Je le rappelle, la société civile face au défi d'un paysage politique fragmenté, rôle, enjeux et perspectives. Vous pouvez également commencer à envoyer vos messages au 673 657 555. Première question, la société civile peut-elle contribuer à une meilleure transparence électorale et à la lutte contre la fraude? Benjamin. Bien évidemment, c'est un... Je pense qu'un des enjeux aussi, ce n'est le plus important de cette élection, c'est d'abord la mobilisation
des Camerounais qui ont réussi à s'inscrire sur les listes électorales parce que on a pu observer en 2018, la dernière élection présidentielle, sur un corps électoral de 6,7 millions à peu près, seulement 3,6 s'étaient déplacés pour voter. Ça fait un peu plus de 50% de participation. Et sur cette participation-là, si on s'en tient au chiffre officiel, le président Paul Biya a reçu 2,5 millions de votes et le reste pour l'opposition. Donc, la première chose, c'était de redonner envie aux Camerounais de se déplacer. De se déplacer pour cette élection-là. Et pour que, pour les prochaines échéances, ils aient encore envie de revenir, il faut qu'ils sentent que leur choix compte, que leur voix compte. Et c'est pour ça que très rapidement, une fois qu'on a réussi à faire inscrire des gens sur la liste électorale, qu'on a réussi à les faire se déplacer le jour J pour aller voter, il faut absolument qu'il y ait cette scrutation, ce regard, cette surveillance. Comme le rappelait M. Nanga, elle peut être faite par tout le monde. Tout électeur régulièrement inscrit dans un bureau de vote a le droit, après avoir fait son acte civique, de rester dans le bureau de vote pour participer et attendre quelque part la proclamation, enfin l'annonce du résultat du bureau. Parce que chaque président de bureau ou président de la commission locale doit dire, quand il a fini le décompte, ce qui a été le résultat du bureau, avant de transmettre effectivement son PV au niveau départemental. Donc, chacun de nous, même si on n'est pas dans une organisation accréditée officiellement par ce qui est prévu par le Code électoral, même si on ne fait pas partie des 4 scrutateurs que peut choisir le président du bureau de vote, on est libre de venir rester attendre les résultats de ce bureau de vote-là. Voilà. Et c'est dans ce sens que voilà, nous, au MP3, avant même effectivement de nous engager dans l'alliance avec le FDC pour porter la candidature de Samuel Yoram Yodi, on a travaillé au développement d'une application, Vote Cameroun, qui permettra de surveiller son vote, c'est-à-dire de définir, d'indiquer dans cette application, dès qu'on a sonné, si on a les résultats, quel a été le résultat dans le bureau de vote de Monatélé, quel a été le résultat dans le bureau de vote de Yagua, etc., Yagua 1, 2, etc., pour qu'à la fin de la journée du 12 octobre, on ait déjà les résultats, même si ce n'est pas les résultats officiels, la tendance de ce qui s'est passé dans le pays ce soir-là. Ça veut dire que vous allez déployer 30 000 observateurs dans les... Alors, pas tout seul. Comme on le disait quand on a fait l'annonce de cette application, on a travaillé avec des organisations de la société civile. L'Alliance patriotique, ce n'est pas que des partis politiques. Le mouvement des bâtisseurs de la nation de Maître Ndoki recrute dans le territoire beaucoup de gens depuis le début de cette année. Le mouvement de Safran, voilà, qui a déjà annoncé 11 000 personnes enregistrées, recrute des gens sur Protège ton vote. Donc c'est un travail collectif. Quand des gens font la même chose, ils se mettent ensemble et on essaye de... Voilà, on est conscient de nos limites. Un seul parti ou une seule organisation ne peut peut-être pas couvrir tous les 30 000 bureaux de vote. On a travaillé avec les autres et on pourra le faire cette fois-ci. Edouard Fauchivé, la société civile peut-elle contribuer à une meilleure transparence électorale et à la lutte contre la fraude? Si oui, comment? Je pense que le processus électoral est d'abord l'apanage des partis politiques, disons des candidats soutenus par les partis politiques. Vous avez posé une question tout à l'heure à M. Gonga. C'est d'abord la couverture des bureaux de vote. C'est-à-dire les partis politiques ont le devoir de couvrir ces bureaux de vote. À travers leurs représentants. Faire en sorte que les représentants soient. La société civile vient avec une valeur ajoutée, ne serait-ce que pour confirmer le travail bien fait. Mais c'est l'engagement de la société civile. En le disant, vous sous-entendez qu'ils n'auront pas, puisqu'ils s'appuient sur la société civile, qu'ils n'auront pas de représentants dans tous les bureaux de vote? Non, comprenez ma démonstration. J'ai d'abord parlé des partis politiques. Absolument. Et à votre question, j'ai dit, par exemple, M. Nanga ne peut pas aujourd'hui avoir la même intensité, vous comprenez, de la couverture que nous, du RDPC, nous avons. Lui vient avec une valeur ajoutée, beaucoup plus pour une certification. Une certification. Et donc, si M. Nanga doit faire en sorte que les 30 000 bureaux de vote puissent être aujourd'hui couverts par ces éléments et qu'il n'y a pas les candidats, les représentants des candidats, vous comprenez que le résultat qu'il donnera sera fragilisé. Par contre, aujourd'hui, parce que nous voulons une élection apaisée, bien structurée, lorsque le politique a fait son travail, la société civile peut venir aujourd'hui apprécier le travail, et c'est là où
la contribution de la société civile doit être forte pour que les gens comprennent que le résultat que vous donnez au bureau du vote numéro 20, exactement, un monde à venir confirme par exemple ce résultat, il y a de la crédibilité. Donc c'est pour ça que je dis, commençons d'abord par ceux qui ont en charge le résultat même, le politique, et maintenant faisons en sorte que la société civile puisse, parce que tout à l'heure il a dit, ils ont perdu dans les moyens à travers les financements, il faut déjà souhaiter qu'ils puissent couvrir, n'est-ce pas, ne serait-ce que 80% de bureaux de vote, c'est déjà quelque chose, et surtout pour des zones sensibles. Parce que moi, je peux dire, par exemple, donc à M. Nanga, que Douala Yaoundé, on peut ne pas être là, mais aujourd'hui, il doit être dans le nord, le sud-ouest, le nord-ouest, afin de voir non seulement le résultat, mais la participation. C'est ça qui est important. Quand la société civile a fait son rapport, vous essayez de voir une vraie notion, n'est-ce pas, de résultat, pas seulement en termes de victoire, de participation, de nombre de participants, ceux qui n'ont pas participé, etc. Et cette crédibilité de l'élection vient de là. D'accord. Pour mieux préciser la question avec vous, Philippe, au regard des contraintes inhérentes au fonctionnement interne, structuration, manque de financement, manque de personnel et autres, mais aussi des barrières exogènes, externes, qui c'est peut-être l'administration et tous les freins externes qu'on pouvait avoir. Pensez-vous que la société civile peut contribuer à une meilleure transparence électorale à travers une lutte efficace contre la fraude? C'est une évidence. Je pense que deux représentants politiques ici l'ont déjà dit. Donc, c'est une évidence que la société civile a un rôle important dans la conduite des opérations électorales respectant les valeurs démocratiques, c'est-à-dire une élection transparente, équitable, juste. Et ça, c'est pas moi qui le dis seulement, mais on peut retrouver ça aussi dans les instruments internationaux en matière électorale. Donc, la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, si vous lisez, elle indique bien la place de la société civile et la place de l'observation électorale, n'est-ce pas, en matière de contribution pour des élections justes et transparentes. Donc, c'est reconnu par les États eux-mêmes, parce que c'est les États qui ratifient ces instruments-là, qu'il est important d'avoir la société civile, il est important d'avoir ce regard externe, parce qu'entre concurrents politiques, ils peuvent se disputer les chiffres, les informations, mais la société civile vient avec un regard externe pour confirmer ou infirmer une information portée par un concurrent politique. Et donc, quand un gouvernement veut vraiment crédibiliser son processus, c'est lui qui fait appel aux observateurs. Dans la plupart des pays africains, parce que, bon, après, ailleurs, ils n'en ont pas beaucoup besoin. Mais dans nos pays africains encore, vous allez voir les États qui sollicitent. Nous, on est déjà allés dans d'autres pays observer, donc, qui sollicitent l'observation parce qu'ils estiment que le regard extérieur va crédibiliser, puisque la fraude électorale, il faut le dire que la tentation, n'est-ce pas, de mener, n'est-ce pas, une activité de fraude n'est pas que d'une partie. Il faut le dire. Les concurrents politiques ont toujours la tentation, n'est-ce pas, de mener une activité de fraude. Voilà. Et du coup, les États, n'est-ce pas, qui veulent crédibiliser leur processus, font tout pour qu'il y ait un regard externe, n'est-ce pas, pour que ce regard externe ait de l'influence sur les concurrents politiques. Et je vais dire que la crédibilité du processus électoral, c'est pas seulement parce que là, quand on parle, c'est comme si c'est pour le futur, non. C'est d'ailleurs pour ça que nous, depuis 3 ans, nous avons mis en place un groupe de la société civile pour la réforme du système électoral, parce qu'il faut dire que la lutte contre la fraude électorale commence par, n'est-ce pas, la réforme institutionnelle et politique et juridique. Et donc, parce que la fraude électorale n'est pas seulement une activité opérationnelle, c'est aussi une activité politique. Et donc, on retrouve dans les lois. C'est pour ça que la société civile analyse d'abord
l'environnement juridique et institutionnel peut identifier, n'est-ce pas, des ouvertures à la fraude. Et à partir de ce moment-là, commence à alerter, et c'est ce que nous avons fait depuis 2011, on l'a fait, on a pu obtenir un code électoral en 2012, et depuis 2012, nous avons fait remarquer que, oui, il y a une avancée avec le code électoral, mais il y a encore des ouvertures à la fraude dans notre arsenal juridique et qu'il faut revoir. Et il me semble que même le président de la République, en 2013, avait reconnu qu'il y avait des choses à revoir dans notre arsenal juridique électoral pour renforcer la crédibilité. Malheureusement, on n'a pas obtenu ça. Donc, quand on n'a pas pu obtenir des réformes institutionnelles et juridiques encadrant les élections, nous sommes maintenant dans une phase de mobilisation des acteurs pour faire ce qu'on appelle la veille citoyenne. Et ça, on le fait déjà depuis quelque temps. Hein. On le fait parce que j'aime toujours rappeler aux médias, et bon, je suppose qu'ils le savent, aux hommes politiques, que la fraude, ce n'est pas le jour du scrutin. Le jour du scrutin, c'est déjà trop tard. Donc, elle a commencé depuis quelque temps. Nous, on est sur le terrain, on observe. Quels sont les éléments de fraude que vous avez observés? Alors, je suppose que vous avez certainement suivi à un moment donné dans le Noun cette affaire de urne chez un particulier qui a fait grabuge avec de la violence d'ailleurs. Je pense que vous avez suivi ça. Vous avez suivi l'affaire du Maïnou avec les cartes électorales dans le Nord chez un monsieur. Il est toujours retenu, ce garçon. À Bonabiri, cette année, vous avez suivi aussi un cas de violence, n'est-ce pas, dû à des soupçons, je préfère dire ça comme ça, des soupçons de fraude par des gens qui récupèrent les récépissés des personnes qui sont inscrites. Ce sont des formes de fraude. Parce que quand vous voyez des gens qui viennent récupérer les récépissés des gens qui s'inscrivent, il faut vous interroger. Sont-elles marginales ou alors, avant de passer la parole à Edouard, ces cas sont-ils marginaux ou peuvent-ils avoir une incidence, un impact réel sur le choix des électeurs? Mais c'est au fur et à mesure qu'on avance, qu'on analyse, parce que nous, comment nous travaillons là? Nous avons des personnes dans les 10 régions, on fait de l'observation dans les 10 régions. Quand on a un fait dans une commune, on interroge les autres communes pour savoir si le même fait s'est produit là-bas. Ça nous permet de collecter l'information et justement de mesurer l'ampleur et alerter. Ce que nous faisons, c'est qu'on alerte pour dire attention, il y a des faits comme ça, il faut faire attention. Pour nous, nous considérons que ce sont des faits qui peuvent être considérés comme des ouvertures à la fraude, parce que ce n'est pas encore matérialisé, parce que vous pouvez avoir des gens qui préparent déjà la fraude, mais c'est à la fin, puisque même si vous avez des gens dont on récupère le récépissé, il va falloir attendre à un moment donné pour vérifier si ces récépissés-là ont été récupérés ou ont été utilisés à d'autres fins, à des fins de fraude ou pas. Donc, non, juste pour vous dire que on collecte des faits. J'espère que ça ne nous met pas en danger, parce que malheureusement dans notre pays, c'est ça. Vous m'avez posé la question, du coup je suis obligé de parler. Bon, donc on commence à collecter quand même. Oui, mais je le dis, en même temps j'ai le réflexe, parce que le dire aussi peut être une forme de s'auto-sécuriser. Nous allons produire un document dans les jours à venir qu'on va envoyer à Élections Cameroun pour lui dire ce qu'on a observé jusqu'ici et alerter. Parce que les violences électorales sont le fait de fraude ou de dysfonctionnement. Il n'y a pas violence, il n'y a pas dysfonctionnement ou fraude électorale. Et c'est pour ça que nous, on travaille au-delà de crédibiliser le processus. Il y a derrière l'idée de préserver la paix et la cohésion sociale. Parce que c'est clair, c'est démontré partout dans le monde entier. Si vous voulez éviter les violences électorales, il faut travailler, n'est-ce pas, à sécuriser, ce que nous on appelle sécuriser le processus, c'est-à-dire veiller à ce qu'il soit transparent. Malheureusement,
excusez-moi, je vais terminer là-dessus, un élément de fraude qui est sur la table depuis quelque temps, c'est-à-dire la mise à disposition de la liste nationale, n'est-ce pas, électorale, qui, je le dis ici, je le confirme, que le fait de ne pas le mettre à disposition peut favoriser considérablement les faits de fraude. Et pour le soutenir, aujourd'hui, vous pouvez le vérifier si vous avez un oncle qui est décédé. Vous allez voir qu'il y a de fortes chances qu'il soit encore dans le fichier. Alors, le législateur, quand il a fait, c'était en réalité pour aider l'organe de gestion électorale. Parce que mon oncle qui est mort à Maroua, moi je suis à Douala, je ne peux pas forcément savoir s'il est encore dans la liste, si le fichier est seulement déconcentré, comme on le dit dans les communes. Mais si j'ai accès au fichier étant à Douala, je peux vérifier que mon oncle qui est décédé à Maroua, qui s'était inscrit à Maroua il y a 3 ans, est encore dans le fichier ou pas. Donc aujourd'hui, je le confirme, notre fichier a encore beaucoup de doublons, n'est-ce pas, contenus dans le fichier. Et ça n'aide pas parce que la fraude électorale aujourd'hui commence par la manipulation des chiffres liés au fichier électoral. C'est compris. Édouard, notre système électoral a-t-il nécessairement besoin d'un cachet approuve pour crédibiliser ce processus, pour certifier que, tel que les élections se déroulent au Cameroun, il est clair que tout se passe bien? Avons-nous nécessairement besoin de cette société civile, de ces observateurs pour une élection, j'ai failli dire, transparente? Je voudrais d'abord revenir sur votre question qui était importante, c'est-à-dire l'impact aujourd'hui de ces dysfonctionnements sur le résultat. Absolument. Vous avez vu que M. Nanga n'a pas pu, à sa juste valeur, vous dire, si vous trouvez, quand vous prenez un cas de l'oncle qui est mort à Maroua, quel est aujourd'hui, en termes réels, comment peut-il dire que celui qui est mort va voter? Donc vous comprenez, cet impact, personne ne peut le déterminer. Et de deux, maintenant, vous parlez de crédibilité, je suis toujours tenté de dire, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut prendre la carte d'identité, ne parlons même pas des récépissés, la carte d'identité de M. Dipita, et je veux voter avec. Moi, je n'arrive pas à comprendre, jusqu'aujourd'hui. Pourtant, ça se fait. Mais que si ça se fait, ça veut dire qu'il y a une complicité à l'intérieur du bureau de vote. Et donc, maintenant, la question que je pose, c'est que les différents représentants de partis politiques sont où? C'est-à-dire que vous faites comme si un bureau de vote n'a qu'un seul représentant ou bien n'a que le personnel de la société civile. Si nous sommes 5 partis politiques, nous avons au moins 5 représentants à l'intérieur. Mais je n'arrive pas à comprendre. Moi, je vote. J'arrive, je donne ma carte, on vérifie, je vote, on me remet ma carte. Mais si je donne la carte de M. Dipita, on me laisse voter, ça veut dire qu'il y a une complicité interne. Donc je m'arrête là pour vous parler de cet impact. Et dire donc que la société civile doit adresser aujourd'hui ses recours à une personne, c'est-à-dire à Elecam, pour dire à Elecam que vous deviez vérifier aujourd'hui la conformité de celui qui vote. C'est-à-dire, je ne peux pas venir, comme je vous ai dit, avec la carte nationale d'identité, la carte de vote de M. Dipita, et je vote avec. Ce n'est pas possible. Donc, lorsque j'ai dit ça, vous demandez si aujourd'hui on a besoin de la société civile, je dirais oui. Ça, il faut être clean. Il faut qu'il y ait un œil. Si on veut une élection apaisée, une élection acceptable et acceptée par tous, il faut qu'il y ait une autre voie d'appréciation. Parce que, comme il a dit, et je suis content d'entendre ça, ça peut se faire avant, pendant et après. Donc, aujourd'hui, pour éviter qu'il y ait des revendications qui peuvent aujourd'hui soulever la population, il faut qu'il y ait un œil. Eh bien, que cet œil ne soit pas un œil engagé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une société civile qui est engagée c'est une faute très lourde. Vous avez aujourd'hui les membres de la société civile qui adoublent un candidat. Ce n'est pas bon. Et nous pouvons le dire au Cameroun. Et ce n'est pas bon parce qu'il y a déjà parti pris.
il faut qu'il soit en mesure de dire que, ici, là, ce bureau de vote, on a gagné. Que le résultat, parce que le résultat, vous n'aurez jamais, même en mathématiques, vous n'aurez jamais un résultat conforme, mais vous pouvez avoir des résultats assimilables. C'est-à-dire que ça peut être le vainqueur à 52%, le second vient avec 51%. Ça, chacun peut être en mesure de dire tel a gagné. Mais pas au niveau donc de parce que la virgule, parce que 200 voix ont été, 200 personnes n'ont pas voté là-bas. L'impact aujourd'hui de voix par rapport à la question que vous avez posée est très importante pour comprendre. C'est pas parce que on a arrêté quelqu'un qui a triché peut-être au fin fond de Vouli Sud que ça va remettre en cause aujourd'hui l'élection dans sa globalité. Non, je crois que la société civile doit être là, mais la société civile ne doit pas être engagée. Le politique reste au politique et la société civile vient avec une valeur ajoutée. Je suppose que il veut dire la société civile ne doit pas être partisane. Oui, c'est ce que je veux dire. Oui. Non, partisane, je Voilà, veux dire. c'est C'est pour ça que je dis, vous ne devez pas être... Quand je dis ça, c'est-à-dire, vous ne devez pas aujourd'hui dire, je préfère être candidat. C'est clair. Non. Sur une autre question, vous pourriez répondre sur les deux précédentes. Oui. Ben, allez-y donc. Je veux réagir parce que c'est un peu surprenant que M. Fauchivet appelle la société civile à l'impartialité, alors même que les organes qui sont censés être indépendants, eux-mêmes sont souvent taxés de Vous avez dit taxer. Oui, comme vous taxez la société civile, vous n'avez pas de preuve que tel ou tel est peut-être, même s'il est partisan, même s'il a un parti politique qu'il préfère, ça veut dire qu'il va être moins indépendant dans son travail. Non, c'est pas normal. Comment c'est pas normal? Lui-même vous le dit. Non, monsieur, aucun acteur de la société civile n'a un mandat public. J'ai le droit d'être engagé dans une association, donc militer pour cette association, pour la mission qu'elle s'est donnée. Si à côté j'ai un engagement politique, ce n'est pas un problème. Tant que ça n'influe pas sur la mission de ma association. Je n'ai pas parlé de la personne, je parle de la société laissez-moi terminer un peu, s'il vous plaît, pour vous montrer à quel point... Je prends le cadre d'un monde... J'ai bien entendu. Je vais bien... Mais laissez-moi là où mon argumentaire, vous allez comprendre ce que je voulais soulever. Le Cameroun s'est doté d'institutions publiques qui sont censées être indépendantes. Election Cameroun en est une. Mais quand des institutions publiques comme Election Cameroun ou le Conseil constitutionnel peuvent elles-mêmes se retrouver dans la situation de contestation de leur indépendance, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de facile. Reconnaissez-le d'abord. On a pu avoir des images, ce n'est pas comme quelque chose qu'on a seulement dit, d'un président du Conseil constitutionnel se retrouver dans une réunion politique, dans une réunion partisane, alors qu'il s'apprête à assurer un acte important dans notre pays. Ça veut dire que si même les organes publics qu'on s'est dotés, dont on est doté là, n'arrivent pas à assurer, à garantir cette indépendance, il est important, malgré leur engagement par ailleurs, que la société civile reste partie de ce processus. Et l'engagement personnel de M. Lambda, de M. Nanga, de M. Dipita, demain s'il est dans une organisation de la société civile, n'a aucun limite, ne l'empêche pas de faire son travail de militant, engagé dans la société civile pour surveiller l'élection électorale. Vous dites qu'une société civile partisane? Non, pas partisane. Je différencie l'organisation des individus. Mais moi, je parle de la société civile. Et c'est pour ça que je voulais Non, les deux vont ensemble. Non. Ce sont des individus. Je ne veux pas parler de monsieur Nanga peut voter aujourd'hui l'opposition sans me dérange pas. Non. Et vous embrouillez les gens en disant ça. Vous faites comme si la société civile, c'est une entité unique. Non, c'est un ensemble d'organisations, d'associations. À l'intérieur de ces associations, ce sont des êtres humains comme vous et moi qui militons, qui s'engagent. Non, et donc ça veut dire que ce n'est pas une association. Je n'ai pas l'impression que l'association Monde Avenir a appelé pour un candidat, a voté pour un candidat. Mais à l'intérieur de la société Monde Avenir, M. Nanga ou n'importe quel de ces autres militants... Mais vous dites la même chose que moi. Ok, donc mais moi, je n'arrive pas. Votre raisonnement n'a même pas besoin d'être. Donc si c'est clair, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Je voulais seulement rapporter cette précision. C'est pour rassurer les personnes, les Camerounais qui sont engagés dans des associations, qui font ce travail. Vous avez le droit d'avoir un engagement politique tant que ce n'est pas en contradiction et que ce n'est pas votre organisation qui affiche une couleur politique. Mais c'est ce qu'on a appelé partisan. Très bien. Tout ce que vous dites là, je rappelle donc simplement, ça vous dit que c'est vrai peut-être dans certains cas dans l'association civile, c'est aussi vrai dans l'organisation publique. Et il faut qu'on se le dise que ce n'est pas normal d'avoir un président du Conseil constitutionnel qui est partisan. Notre arsenal électoral a besoin d'un ticket pour être approuvé dans son fonctionnement. Exactement. Il faut comprendre d'où ça part. Un camarade, il est ancien aujourd'hui, de M. Fauchivet, nous a appris dans d'autres médias qu'effectivement, le parti ADPC dont il faisait partie avait organisé une fraude
pour changer les résultats de 92. L'histoire nous permet... Zongan chez nos confrères de Radio Balafre. Exactement. C'était il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est pour dire que quand on entame ce travail de refonte du code électoral et quand on essaie d'instituer petit à petit, parce que le code électoral prévoit des observateurs nationaux et internationaux, et donc c'est parce que la société civile, les Camerounais dans leur ensemble, à cette époque-là, sentent le besoin de ne pas simplement confier cet exercice important à l'État. Dans des pays, c'est l'État qui gère, hein? C'est le ministère de l'administration territoriale ou de l'Intérieur qui gère les élections. On n'a pas besoin d'un organisme de type ELECAM ou ONEL à l'époque pour organiser les élections. On fait confiance au pouvoir public en se disant qu'ils sont là pour représenter de manière vraiment non partisane l'ensemble des Camerounais. Mais à partir du moment où cette confiance a été rompue, il a fallu créer des organisations indépendantes et inviter la société civile à participer à ce processus. Tant que la confiance n'aura pas été rétablie complètement, tant qu'on n'aura pas, en amont de l'élection, comme ça s'est passé encore cette année, un parti politique qui est obligé d'aller porter plainte pour dire le code électoral dit de publier la liste électorale avant le 30 décembre. Elle n'est pas publiée. Le conseil a statué de voilà. Et le conseil électoral dit que non, c'est pas vrai. On va à la cour, le conseil constitutionnel dit qu'il n'est pas compétent. On va à la cour d'appel de Yaoundé, elle dit qu'elle n'est pas compétente. Donc, c'est pour dire que la confiance n'a pas encore été rétablie. Et tant que cette confiance avec les institutions publiques ne le sera pas complètement rétablie, on aura besoin de cette société civile-là. La société civile, et au-delà de la société civile, là aussi c'est pour corriger quelque chose d'un peu erroné qu'a dit M. Fauchivé tout à l'heure, ce n'est pas les partis politiques qui organisent les élections. Hein. Nous sommes là pour concourir à l'expression des suffrages. Qui a parlé de... vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est les partis politiques qui doivent être en premier chargés de suivre, d'observer. Non, chaque parti peut effectivement mettre des observateurs, mais c'est une affaire de tous les Camerounais. Chaque citoyen, je le redis, chaque citoyen a le droit, qui est régulièrement inscrit dans un bureau de vote, a le droit. Pour résumer, ce qu'il disait, c'est qu'en tant qu'acteur premier ayant intérêt... Et d'ailleurs, la loi. Et vous me corrigez comme ça. La loi ne demande pas à chaque citoyen d'être représentant ou représenté dans un. Ce n'est écrit nulle part. Mais la loi dit que chaque citoyen qui est inscrit dans un bureau de vote peut participer à la publication, à l'annonce de ces résultats. Non, attention, laissez-moi terminer. Oui. La loi autorise que les partis politiques soient représentés. Exactement. Mais pas les citoyens. Alors, tout à fait. Mais c'est pas la même chose. de représentativité. Oui, mais non, une fois de plus. Avant d'arriver à cette représentativité, on parle d'un exercice qui concerne tous les Camerounais. Et vouloir laisser penser, même si c'est par mégarde, je peux vous l'accorder, que c'est d'abord l'affaire des partis politiques, je dis non. C'est d'abord et surtout l'affaire de tous les Camerounais. Finalement, on parlait de la présence d'un bureau de vote. Oui, et elle concerne aussi bien les partis politiques que les électeurs. Oui, mais les électeurs. Sauf qu'il dit qu'il a très bien contredit. Philippe, non, je voudrais vous reprendre sur une autre question. Oui. Alors, quelle est la limite pour vous entre une société civile engagée et une société civile partisane? C'est pas compliqué. Une société civile partisane, c'est elle qui prend parti pour un acteur politique. D'accord. C'est aussi simple. Une société civile engagée, c'est celle qui défend de manière active, n'est-ce pas, des positions correspondant, n'est-ce pas, aux engagements des États en matière de défense des droits de l'homme. L'engagement, il est là. Et donc, je suis d'accord que une organisation de la société civile, malheureusement, ça arrive, hein, pas seulement au Cameroun, dans le monde, devrait, dans notre contexte particulièrement, éviter, n'est-ce pas, de se retrouver en position, n'est-ce pas, de collaboration avec une organisation politique. Malheureusement, ça existe chez nous. Voilà. Et en réalité, c'est le contexte. Hein. C'est le contexte parce qu'ailleurs, on a des organisations de droite, des organisations de gauche, c'est bien connu, voilà. Et donc, c'est pas une faute en tant que telle. Mais ici, chez nous, dans notre contexte, malheureusement, ça peut entacher sur le travail. Et surtout quand on s'engage à observer l'élection, il faut éviter cette... Nous, à un monde à venir, nous avons des membres de toutes les formations politiques, hein, particulièrement. C'est-à-dire que si vous arrivez à un monde à venir, vous allez trouver les supporters de Iram, les supporters de... On peut être militant, engagé. Voilà. Mais il est à la limite proscrit
d'arriver à une fonction importante chez nous si vous êtes un acteur politique affiché. D'accord. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait confusion. Qu'il y ait une confusion entre la vision d'un monde à venir, et la vision d'un parti politique qui est une vision claire. Il peut se trouver que nous défendons, et ça c'est déjà arrivé plusieurs fois, que nous défendons, n'est-ce pas, une vision sur un aspect précis, peut-être sur les questions de santé ou d'environnement, qui correspond à un contenu d'un projet de société, d'un parti politique. Et donc on va se mettre d'accord là-dessus, et ça on ne va pas nous taxer. Je le dis parce que moi j'ai déjà été taxé d'appartenir à la fois SIF, au MRC, au CPP, tout le monde. Peut-être parce que vous avez tout le temps des faits. Justement, quand on brimait à l'époque le SIF, on défendait vigoureusement les arrestations des militants. On vous a jamais taxé d'être du RDPC? Ah oui, mais moi personnellement non. Par contre, les jeunes sur le quartier, sur le terrain, oui, c'est bizarre. Bon, je vous laisse poursuivre. Le temps pour moi, nous sommes en direct, en temps réel, de donner une information fraîche, importante, qui tombe à l'instant. Le président du conseil électoral, le président d'Elections Cameroun, informe l'opinion publique et plus particulièrement les acteurs du processus électoral que le conseil électoral procédera ce samedi 26 juillet 2025 à 12h précises à l'esplanade de l'immeuble siège d'Elections Cameroun à la publication officielle de la liste des candidats acceptés en vue de l'élection présidentielle, en vue de l'élection du président de la République du 12 octobre 2025. On pensait que ça viendra en août. Mais là, on va d'abord publier cette liste. Il dit les candidats acceptés. Après, il y a le contentieux. Et puis après, on entre dans le contentieux préélectoral. C'est bien cela. C'est ça. Bien ça. Je vous laisse donc poursuivre. Heureusement que vous clarifiez parce que accepter, ça pourrait être interprété mal interprété. Voilà, comme si... Bah oui, je veux dire que c'est... J'ai lu. Hein. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je pense je veux dire que le commentaire est venu après. Non. C'est nous qui faisons le commentaire qu'en réalité, le contentieux, on entre dans le contentieux bien après. sûr. Mais ce n'est pas dit. C'est pour ça que je dis que le mais le terme accepté n'est pas bon. D'accord. Voilà. Il n'est pas bon dans ce contexte précis. Non, je voulais dire que nos animateurs de proximité sont sur le terrain pour faire de l'éducation électorale. Et bon, ils sont en t-shirt blanc. Moi, je ne savais pas que t-shirt blanc, ça peut être assimilé au RDPC. Et donc, ils arrivent à des endroits. Et puis on dit, non, ça c'est le RDPC. Bon, heureusement, puisqu'il y a quand même le logo d'un monde à venir, c'est quand on voit un monde à venir, on se rappelle que, bon, c'est pas sûr quand même. Non, mais c'était drôle et amusant, parce que quand on fait les réunions avec ces jeunes-là, ils viennent, ouais, mais c'est compliqué parce qu'ils doivent prendre les contacts des gens en même temps. Non, ça c'est le RDPC qui fait ça. Alors ils doivent se présenter que non, c'est un monde à venir et tout ça. Pour dire que ça arrive souvent justement que d'autres personnes nous assimilent parce que nous on fait un travail, on essaye, on n'est pas parfait. On essaie d'être professionnel. Quand nous organisons nos activités, on invite toutes les formations politiques. On a fait des formations au bénéfice des partis politiques. On invitait tout le monde, y compris les militants du RDPC. On a notre regard sur la gouvernance du Cameroun. Ça n'a rien à voir avec le travail que nous avons à faire. Dire que ce pays est mal gouverné ne va pas nous empêcher de travailler avec toutes les formations politiques. Edouard Fauchevet, quelles sont les dérives auxquelles la société civile peut être... qui peuvent être indexés à la société civile? Je veux dire, vous, en tant qu'acteur politique, y a-t-il des éléments qui pourraient vous faire prendre la société civile avec des distances, vous dire que, bon, elle devrait être... moins partisane, mais elle a l'impression d'être plus engagée que les acteurs eux-mêmes. Mais le monsieur Dangala a développé, il a si bien développé. Il faut seulement éviter aujourd'hui de s'afficher, d'être partisan visible, comme on dit. Ça peut être informel. Et puis, vous savez, quand on parle d'approuve, n'est-ce pas, d'attester un résultat, la conformité, il faut que la personne qui atteste, n'est-ce pas, soit complètement, n'est-ce pas, ne soit pas, disons, simplement partisane, que la personne soit... Sinon, tout ce que vous allez dire, on va mettre ça sous forme de... Il n'y a pas de crédibilité. Et puis, c'est pour ça que les autres institutions, disons, certaines, là où la démocratie est formelle, prenons le cas des États-Unis, même s'il y a de temps en temps quelques contestations, mais le résultat doit être de telle sorte que, en termes de probabilité, vous-même vous rendez compte que le résultat est là, celui qui a gagné Donc, vous comprenez? Mais maintenant, si on donne
l'institution chargée de donner le résultat dit que tel a gagné et que une société civile vient dire le contraire sans une certification clean, ça peut soulever vraiment les trucs. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec son analyse pour dire qu'il ne faut pas être très visible, mais chacun a le droit d'entrer dans un bureau de vote et faire le choix. Lorsque vous êtes seul devant l'urne, personne ne peut vous dire que vous avez voté tel ou tel. Vous êtes le seul à savoir qui est-ce que vous avez voté. Benjamin, avant de répondre, je mets une autre question, vous reviendrez sur celle-là également. La société civile dans son ensemble, je veux dire les organisations non gouvernementales, le clergé, les professions libérales et autres, avez-vous le sentiment qu'elle joue franc jeu dans le processus électoral? Est-elle celle qui se met véritablement au-delà de la mêlée, au-dessus de la mêlée, et pour observer que c'est peut-être les jeux de jambes que les uns et les autres, en termes d'acteurs, se font sur le terrain, est-ce qu'elle contribue véritablement dans un jeu équitable, équilibré et non partisan? En tout cas, c'est celle qui essaye, et ça me permettra de réagir sur les deux questions, c'est celle qui essaye de se mettre au-dessus de la mêlée, peut-être le plus parmi l'ensemble des acteurs. D'accord. On est en train de discuter là, peut-être sur est-ce que c'est normal d'avoir des acteurs de la société civile engagés, pas engagés, alors qu'ils n'ont aucun mandat public, une fois de plus. Hein. Ce sont des organisations qui fonctionnent sur le bénévolat, l'engagement citoyen de tel ou tel citoyen camerounais, les soutiens qu'ils arrivent à mobiliser auprès de leurs membres ou de partenaires nationaux ou internationaux. Donc, ce sont des gens qui, en leur conscience, font quelque chose alors qu'ils n'ont reçu aucun mandat public pour ça. Donc, quand on met ça en comparaison avec le niveau c'est-à-dire le faible engagement qu'on peut constater dans certaines de nos institutions, alors même que les règles sont clairement indiquées, on est en droit de se dire, mais heureusement qu'on a la société civile qui existe. Il est écrit formellement dans le statut de la fonction publique qu'aucun fonctionnaire ne doit faire connaître ses appétences politiques, ses orientations philosophiques, religieuses. Mais on a quand même un secrétaire général de la présidence qui reçoit des organisations qui financent la campagne d'un président candidat annoncé. L'OJRDPC, par son président national, est venu remettre 40 millions, je ne sais pas si la BAC a d'ailleurs enquêté pour savoir si on a le droit de transporter autant d'argent en liquide, 40 millions de francs pour la campagne du candidat Paul Biya au secrétaire général de la présidence qui n'est pas censé avoir d'affinité politique connue. Il les reçoit au Palais de l'Unité, qui est le palais de tous les Camerounais. J'espère que le jour où le MP3 voudra faire une réunion politique aussi, on pourra l'autoriser à aller au Palais de l'Unité le faire. Donc, c'est pour dire que voilà des gens qui ont une règle clairement indiquée. Essayez de demander l'autorisation, on verra bien ce que ça on verra effectivement, je vais tester ça. Voilà des gens qui ont clairement le mandat public pour gérer les affaires camerounaises, qui ont donc des règles très claires. C'est la fonction publique, hein, ces statuts, ils existent depuis longtemps, ils ont été signés d'ailleurs, je crois que le décret est signé par M. Paul Biya, actuel président. Et on marche dessus de manière volontaire. Donc, on ne se pose pas la question à ce moment-là, est-ce que c'est normal d'avoir des fonctionnaires ou des personnes dans les organisations indépendantes que l'État a mis en place qui affichent de manière aussi ostentatoire leur appartenance politique. Mais à la société civile, on demande d'être plus royaliste que le roi. Non, ce sont des gens qui font tout, malgré qu'ils n'ont aucune obligation, malgré qu'ils n'ont aucun mandat public, pour se mettre au-dessus de la mêlée. C'est heureusement, une fois de plus, qu'on a ces personnes-là, parce que, et je le redis, je ne dis pas que tout ne fonctionne pas bien, effectivement, dans les organisations qui ont été mises en place. Moi, pour avoir participé avec d'autres militants aux sessions de recrutement des Camerounais sur liste électorale dans différents coins du Cameroun, on a collaboré, on allait rencontrer les chefs d'antennes locales et des LECAM, et dans la plupart des cas, ça s'est bien passé. Mais il y a encore des cas, effectivement, où, et ça va dans le sens de ce que M. Nanga disait, on a le sentiment, et c'est ça qui crée la frustration, et c'est ça qui casse cette confiance avec les gens, qu'on fait quelque chose pour faciliter la fraude de s'installer. J'ai moi-même vécu un cas encore, c'était il y a la troisième, où j'accompagne des jeunes qui ont marché depuis plusieurs semaines pour qu'ils s'inscrivent pour la première fois. Et le jour où ils arrivent, l'agent me dit, bon, pas que pour ces personnes-là, d'ailleurs, on a trouvé que d'autres avaient été mis dans la même situation. Il les renvoie de manière tellement méprisante. Vous n'avez pas les chaussures fermées, vous ne pouvez pas rentrer pour vous inscrire. Où est-ce que c'est inscrit dans le code électoral? Donc, il préfère, après un peu d'investigation, on a compris d'où venait son renvoi, c'est que
dans beaucoup d'administrations publiques, vous savez qu'on dit qu'il faut avoir une tenue décente pour entrer dans l'institution. Et ils préfèrent favoriser ça plutôt que d'inscrire des jeunes qui n'étaient pas inscrits depuis. Donc, c'est pour dire, oui, heureusement qu'on a la société civile qui est là. Ce sont des gens qui font de manière bénévole la plupart du temps, qui s'engagent pour que les choses marchent mieux au Cameroun et que ce processus fonctionne mieux. J'ose espérer et je souhaite que nos organisations publiques, nos institutions publiques se donnent le même niveau d'engagement, le même niveau de sérieux pour organiser nos affaires. Peut-être vous allez répondre à la question. Peuvent-ils organiser également leurs réunions de préparation électorale au Palais de l'Unité? Je ne sais pas ce que... Ça me regarde à quoi. Cela dit. C'est comme si... Il faut déjà qu'ils commencent à prendre toute la base. Qu'ils soient vainqueurs de l'élection présidentielle. Déjà prendre la base. La base pyramidale, c'est mairie, député, sénateur, avant d'arriver à la présidence. D'accord. Pourquoi vous sautez? Alors, perspective et scénario, c'est comme s'ils ont vu notre conducteur. Scénario possible à l'issue de la validation des candidatures. Réduction du nombre de candidats, là j'extrapole, sous fond de questions. Réduction du nombre de candidats et renforcement de coalitions, mobilisation ou démobilisation de l'électorat de la société civile. Vous penchez vers quelle hypothèse, Édouard? Il y a réduction, la question est scénario possible à l'issue de la validation des candidatures. Y aurait-il réduction du nombre de candidats et renforcement de coalitions ou mobilisation, démobilisation de l'électorat de la société civile? Je dirais ni l'un ni l'autre. D'abord, il faut s'inquiéter du nombre de candidats. 82, je me rappelle. Et se poser beaucoup de questions. La fonction présidentielle est quand même une fonction noble qui nécessite que celui qui sera le premier Camerounais soit effectivement... C'est pour ça que quand on entre dans le concept religieux, vous avez vu comment la fumée blanche sort pour accueillir le pape. Donc c'est ce genre de manifestation, vous sentez une divinité. Mais au Cameroun, disons, le Cameroun s'est placé comme un pays, un vrai continent particulier dans le monde entier. 81 candidats. Et donc, à votre première question, donc 70 seront complètement balayés. Je dis, mais au moins, c'est-à-dire que, attendez-vous à ce que... Vous pensez pour une dizaine? Non, il y a ce... Je dis, pour une dizaine, une quinzaine de rien que le premier critère de 30 millions balaye déjà 40. Ce vous êtes premier dans les critère. dans les... Non. Il y en a qui ont avoué, qui n'ont pas... Mais ils ont avoué. Est-ce qu'il faut même discuter? Mais si vous voulez, je donne un nom, un de vos amis. Mais Papillon a dit que son agent est au niveau de tout et que il faut, vous vous rendez compte, il faut être sérieux. Donc, c'est-à-dire qu'on a ramené la fonction présidentielle, comme on dit souvent au quartier, dans les bars. Et donc, et ce qui fait que nous avons peur de celui qui serait élu. Vous comprenez que, et ça, ce travail, on donne ça encore à la société civile, de faire comprendre, parce qu'ils n'ont pas d'engagement, il faut que les gens comprennent ce principe de gouvernance. La gouvernance, ce n'est pas de l'amusement. Si on me dit d'être directeur général de STV, moi, je fuis, parce que je ne connais rien dans la communication. Mais il y a des Camerounais qui vont venir dire que donner. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, il faut faire très attention. Et donc, derrière ce quota qui sera balayé, l'autre question maintenant, c'est de voir s'il peut y avoir l'unité de l'opposition. C'est une fragmentation impossible. J'ai suivi la grande sœur Henriette, qui était en train de nous décrire les années de 2004. C'était la séquence 2004. Et elle-même a dit quelque chose qui va se passer maintenant, le départ de Froundi. Parce qu'on a posé la condition, parler bien français et anglais. Il a ramassé ce truc et il est parti battre leur candidat. C'est ce qu'elle n'a pas dit. Parce que ce qu'elle devait dire, c'est que Froundi partant, le candidat de l'opposition, c'était Namdjoya. Et Froundi l'a battu. Je crois qu'elle a dit quand même 17%. Donc, non, Froundi a eu 17%, mais il n'a pas dit, a battu le candidat. Oui, le candidat choisi par...
par cette vous voulez qu'elle coalition. fasse cette proposition, Ah, c'est cette important. précision-là. C'est important. Parce que ça veut dire que Froundi avait raison de partir. Froundi avait raison de partir. Il est parti, il a battu leur candidat. Il n'était pas parti seul quand même. Oui, mais je sais, était divisée. c'est divisé, mais je veux dire que le candidat de la coalition a été battu par Nidjon Froundi. Et donc, aujourd'hui, quand on voit l'opposition camerounaise, ce n'est pas une opposition qui crédibilise. Je suis de ceux-là tous les jours. Rappelez-vous comment moi, je ne suis pas un partisan politique qui doit seulement dire c'est du vert. Non, non. Si l'opposition aujourd'hui était en mesure de nous donner un crédit de gouvernance, personne aujourd'hui ne serait normalement en marge de pouvoir les voter. Chacun veut arriver à Itoudi. Chaque candidat, si vous me donnez un nom, je vous dis qu'il ne peut pas coaliser avec Nanga. Vous me donnez l'autre, je vous dis qu'il ne peut pas coaliser. C'est impossible. C'est-à-dire que l'effet Sonko ne peut pas arriver au Cameroun. Même avec un rêve fondamental, quelqu'un ne peut pas se mettre à côté pour avantager donc tel autre. Vous avez dit? Papillon peut coaliser avec qui? Peut-être avec toi. Je ne suis pas dans les jeux politiques. Ah bon, dans ce cas, tu comprends donc que personne ne peut. Déjà que samedi, je doute fort que son nom soit. C'était la séquence détente. Philippe Danga, revenir sur la question scénario possible à l'issue de la validation des candidatures, réduction du nombre de candidats, renforcement de la coalition, mobilisation, démobilisation de l'électorat civil. Oui, je suis aussi d'accord avec lui que tous les scénarios là sont possibles. Tous ces résultats sont possibles. On peut à la fois avoir un renforcement des coalitions, on peut aussi avoir une démobilisation, n'est-ce pas, de l'électorat, parce que tout va dépendre de... Une chose est certaine, il y aura réduction, n'est-ce pas, du nombre, ça c'est clair. Maintenant, dans la réduction, s'il y a des faits graves qui peuvent entacher, n'est-ce pas, le processus, ça peut créer une démobilisation générale et je n'ai pas envie qu'on en arrive là parce que, parlant du nombre, justement quand je disais que la société civile commence toujours par analyser l'environnement juridique institutionnel, nous avons fait beaucoup de propositions pour qu'on n'arrive pas à ce genre de scénario qui n'honore pas l'image de notre pays. Parce que, qu'est-ce qui... si notre loi électorale, notre code était sérieux, on ne pouvait pas imaginer qu'un gars vienne avec un, entre guillemets, dossier incomplet. Déposé. Le dossier incomplet, mais on le retient quand même, on le fait asseoir, et la presse, machin, et il est affiché dans un document officiel comme ayant déposé la candidature. Ça n'a aucun sens. Donc on aurait, à la réception, nettoyé déjà ceux qui n'ont même pas de dossier complet, et puis rester avec ceux qui ont au moins un dossier complet, pour maintenant examiner dans le fond. Mais on a donc un environnement qui favorise le cinéma et la théâtralisation. Et ce n'est pas bon pour notre pays. Donc, maintenant, il faut voir la suite. Et moi, je dis que nous devons faire attention. Okay. Nous devons faire attention parce que sur la capacité... Après, moi, je vais dire aux grands frères, faisons attention. Parce que dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas. Non, il y a des scénarios là qu'on n'attendait pas. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de Camerounais capables de savoir que le Manidem peut porter un candidat de tel. Je ne suis pas sûr. Donc, c'est arrivé. Donc, tout peut arriver. On se connaît en tant que Camerounais. Le Camerounais est imprévisible. Vous le dites en tant qu'acteur des coulisses? Oui, parce que tout peut arriver. Allons-y donc. Tout peut arriver. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver d'autre? Il peut arriver que des gens qu'on pensait qu'ils ne pouvaient jamais se mettre ensemble se retrouvent ensemble en train de bon, là, c'est la généralité. Allons dans le particularisme. Je ne vais pas citer des noms parce que ce sont des messieurs qui sont tous respectables. Et puis, bon, je ne suis pas en même temps défendeur de cette thèse qui consiste à dire qu'il faut qu'il y ait unité de l'opposition pour que l'opposition puisse avoir gain de cause. Non. Froundi, même s'il était porté par un groupe, il y avait d'autres acteurs, il y avait d'autres concurrents politiques. C'était pas l'unité de l'opposition. Parce qu'on dit souvent qu'en 92, l'opposition, non, toute l'opposition n'était pas dans l'Union pour le changement. Il y avait d'autres leaders de l'opposition. Donc, pour dire qu'on ne peut pas imposer à l'opposition de se mettre ensemble pour aller, non, il faut crédibiliser le processus électoral pour que ça puisse marcher. J'ai
fait une alerte sur Facebook cet après-midi pour dire attention avec ce qui est en train de se passer. Si c'est avéré, concernant le site du MINAT, où il y a des modifications, des changements qui s'opèrent, c'est pas bon. Notre pays a besoin d'un peu de tranquillité. Même si les gens ont la misère à gauche, à droite, les problèmes de l'électricité, on a tous les problèmes, mais au moins la résistance interne des Camerounais fait qu'il y a quand même un peu de la calmie. Il ne faut pas que les gens exacerbent, n'est-ce pas, les problèmes que nous avons déjà. Que le MINAT fasse son travail. Il n'a pas besoin de s'impliquer dans les actes qui peuvent nous conduire à la dégénération, n'est-ce pas, de notre pays. Ça ne nous sert à rien. Donc, cette alerte-là, j'espère que c'est pris en compte, qu'on laisse les acteurs politiques, n'est-ce pas, aller à la compétition. Nous, on est là en tant que société civile à observer, n'est-ce pas, l'environnement, qu'il soit transparent, que chacun expose. Nous sommes en train de faire un travail actuellement d'analyse des offres politiques. D'accord. Pour aider les jeunes à ne pas s'attacher à un candidat sur la base de la proximité tribale, parce qu'on instrumentalise beaucoup les jeunes. Non, c'est le village maintenant, il y a rien, là, laisse les histoires de l'école là aux yeux sur le village. Non, c'est pas comme ça. Nous, on veut travailler pour dire aux jeunes, attention, on a des problèmes, une élection, c'est le moment idoine où nous devons aller à la recherche de nos problèmes. Comment? En identifiant la meilleure personne qui nous offre des réponses à nos problèmes à travers son offre politique. Et donc, si les gens veulent diriger le Cameroun, il faut qu'ils se présentent à nous, qu'ils nous exposent leur contenu, leur offre, et sur la base de ces offres-là, que les jeunes, que les Camerounais se prononcent de manière démocratique. Et vous serez le dernier intervenant avant la prise des messages. Sur les perspectives et scénarios possibles, on l'a rappelé, réduction du nombre de candidats et renforcement des coalitions, mobilisation, démobilisation électorale de la société civile. Bon, déjà, peut-être sur la multiplication qu'on observe, je pense qu'au-delà des candidatures affichées comme telles, comme étant fantaisistes, je pense que peut-être que le président Paul Biya a tellement mal gouverné que tout le monde pense qu'il peut faire mieux. C'est ce qu'il faut peut-être qu'on comprenne de ça. Après, je crois qu'il ne faut pas non plus en faire tout un drame. La multiplication des candidatures n'a jamais été un problème dans les élections camerounaises. Et ça n'a pas toujours été le risque de dispersion de voix ou je ne sais pas quoi. Monsieur Fauchivé, par exemple, prenait le cas sénégalais. Il y avait 20 candidats en lice en 2024 dans l'élection sénégalaise qui a permis à monsieur Bassirou Diomaye Faye d'être élu président avec 54, je crois, % des voix. Donc, on n'a pas appelé toute l'opposition sénégalaise à se réunir derrière monsieur Diomaye Faye pour battre le candidat du parti de M. Macky Sall, même s'il ne peut plus se représenter. Non, il y a eu des oppositions, parce que dans tous les pays du monde normalement constitués, l'opposition ne se représente pas en une seule personne. C'est normal et c'est sain. Nous sommes Camerounais, nous avons des façons de penser le Cameroun différentes, nous avons des visions de la société différentes, et cette différence, ça peut s'exprimer. En 92, où on a, là pour le coup, eu une dispersion des voix, c'est la seule élection où l'ensemble des votes enregistrés pour l'opposition dépassait celle du président qui avait été élu. Monsieur Paul Biya, donc sur les 4,5 millions, à peu près 6 millions d'inscrits sur la liste, 3 millions avaient voté. Sur ces 3 millions-là, 1,2 million ont voté pour le président Paul Biya, d'après les chiffres officiels, et donc 1,8 million ont voté pour l'opposition, dont 1 million sur la candidature, sur le vote de monsieur John Fundi. Ça veut dire qu'il y avait, je crois à l'époque 6 candidats, mais même s'il y a plusieurs candidats dans les élections présidentielles depuis qu'elles sont redevenues libres au Cameroun et multiples, généralement, ça se joue entre les 3 premiers qui arrivent à dépasser le seuil des 5% que le code électoral donne pour pouvoir être remboursé au moins de quelques frais. Mais ce n'est pas le nombre qui va faire que les votes sont dispersés. Les Camerounais sont, il faut leur faire confiance à un moment donné, suffisamment intelligents pour comprendre les programmes. Quelques messages. Pour comprendre où est-ce qu'on va, pour comprendre le bilan surtout, de où est-ce qu'on est aujourd'hui. 43 ans d'un même président, ça demande un bilan.
chaque fois, on nous accuse l'opposition de ne pas avoir de programme, mais on ne dit jamais quel est le bilan de celui qui est en place. Benjamin. Et donc, je redis une fois de plus, il faut l'enjeu, une fois de plus, c'est la mobilisation. Que tous ceux qui ont pu s'inscrire se déplacent le jour J pour qu'on ait plus 50% de participation. Bonsoir messieurs, merci pour les échanges. Plusieurs candidatures sont finalement incompréhensibles. Bonsoir, le rôle de la société civile n'est pas de prendre le pouvoir, mais de le rappeler à l'État ses obligations, mais de rappeler à l'État ses obligations dans un contexte de fragmentation politique où les partis s'affrontent. Plus qu'ils ne construisent, la société civile devient le dernier rempart du bon sens et de la responsabilité. Elle n'est pas là pour remplacer les partis politiques, ni pour se substituer à l'État. Elle est là pour observer, interpeller, proposer, mais surtout exiger que le pouvoir reste fidèle à ses engagements. Ça, c'est Donald Wedjou depuis Douala. Bonsoir, la société civile doit être neutre. Généralement, elle pose des problèmes de financement et d'éthique dans nos pays où la démocratie occidentale a été imposée. Leur rôle est un peu ambigu. Une élection est un rapport de force. Patrick Koto depuis Douala. On va ressortir avec cela. Dans le schéma qui est proposé samedi, on va un peu spéculer. Hypothèse, Philippe. Comment entrevoyez-vous la publication, je veux dire, de ces candidats dits retenus, c'est le terme qu'ils ont accepté. Candidats acceptés. Quel scénario pour la suite au regard des contestations? Qu'est-ce qui peut être éventuellement un élément déclencheur de grosse frustration dans un exercice comme celui-là? Grosse frustration, c'est-à-dire qu'il y ait, n'est-ce pas, un résultat fortement contestable. Parce que si, malheureusement, je répondais à un de vos collègues d'une autre radio qu'il n'y a qu'au Cameroun où le droit devient problématique. Même quand c'est clair, on spécule. Les partis politiques, on sait qui a la responsabilité de faire quoi. Donc on sait, normalement, même si on retrouve 10 candidats au nom d'un parti, normalement, il ne devrait pas avoir de spéculation. On sait qui est le président de ce parti, et on sait qui a le droit de. On ne devrait pas spéculer. Mais on arrive à la spéculation parce qu'on est vraiment au Cameroun et qu'au Cameroun, on est capable de décider à la dernière minute Benjamin. que M. Nangake, coordinateur d'un monde à venir, n'est plus coordinateur depuis cette nuit et que c'est un autre qui est là. Et puis vous êtes surpris de voir un gars qui se lève qui dit « mais c'est moi qui étais le coordinateur ». Donc, du coup, oui, mais on en rigole, mais j'espère que ça ne va pas arriver parce que moi je dis... Et comme beaucoup d'autres acteurs de la société civile, nous avons besoin de la paix et de la cohésion sociale. Benjamin, vous avez 15 secondes. Franchement, oui, je pense que ça devrait être une formalité, vraiment, mais ce serait dommage qu'on tombe dans un scénario de contentieux sur des bases fallacieuses. Il est important que l'ECAM donne la liste des candidats acceptés. S'il y a vraiment, ça peut arriver, des choses à contester, qu'elles soient faites pour qu'on entre véritablement dans la campagne électorale et qu'on puisse parler de programme. Je ne pense pas que on doit revenir à des choses où on change la nuit, comme disait M. Nanga, le président d'un parti, pour faciliter telle ou telle personne qui nous intéresse. Edouard, en un mot. Que les candidats qui ont des élus soient ceux-là qui seront retenus, c'est-à-dire 19. Parce que la base aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas... Si vous n'avez pas des élus, ça veut dire que vous ne participez pas à la constitution du pays. Rien qu'en faisant ce premier critère... Un élu, hein. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a un élu. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être M. Nanga, vous n'avez pas d'élu de base jusqu'au sommet et vous voulez être président de la République. C'est pas possible. Merci Philippe Nanga. Et il n'y a personne qui a eu 300. Benjamin Gonga. D'après vous cherchez 300, vous n'avez pas eu. Sauf si vous êtes parti à FDC. On sera là pour l'édition de vendredi. La loi permet qu'on puisse être... En tout cas, c'est mon idée. J'ai dit 19. Présidentielle 2025. Et bien sûr, le rendez-vous désormais attendu, c'est celui samedi. Mais déjà demain, 18h30. Bonsoir et à demain. Merci.